d'obtenir le titre, c'est assez simple pour le coup. Hein, c'était une manière de poser un terme conjoint entre l'architecture et le soin. Et on avait envie d'aller davantage que sur maintenir. Donc maintenir avec une intentionnalité un peu plus forte, c'est malgré tout soutenir. Donc ça nous paraissait plus intéressant. Et puis fondamentalement, l'exposition raconte les liens entre soins, architecture, ville, comment ils s'entrelacent, la dialectique entre ces trois termes, comment on rénove l'architecture par une prise en considération du soin, en tout cas c'est une proposition, comment l'architecture fait éventuellement du soin sans le dire, et puis parfois comment elle dit faire du soin alors qu'elle n'en fait pas, et qu'elle est précisément dans le contrôle, dans la surveillance, dans le panoptique, c'est ce qu'on va voir. Et puis le geste de main qui est une refonte des villes à l'ère de l'Anthropocène, et donc d'un prendre soin qui va au-delà, bien évidemment, des corps humains, et qui va vers le vivant. Comment ce vivant est intégré, bien évidemment, comme élément essentiel de l'architecture demain. C'est aussi tout ça. Donc voilà. Et puis, peut-être dire une chose sur l'organisation qu'on va faire ensemble, cet endroit, Eric. Sept lieux tenants, c'est aussi une formule qui fait écho à ce que vous pourrez lire dans ce texte, à ce que vous pourrez lire dans le livre aussi. C'est cette idée des espaces qui eux aussi soutiennent, qui tiennent plutôt qu'ils ne détiennent, pour revenir sur l'ambivalence dont parlait déjà Cynthia. Et donc, qui s'organisaient ici selon. Donc, ce sont 7 pivots, cette manière de raconter cette histoire des relations entre milieu et soins. Et ce sont aussi 7 endroits dans lesquels on essaye de donner quelques pistes pour savoir ce que ça pourrait être aujourd'hui de remettre le soin comme socle de nos pratiques architecturales et urbaines. Donc on a distance, éléments, forme, frontières, nécropole, hétérotopie et inhabitable. Et puis on a quelques autres endroits importants. On y va sur distance. Bon, alors, distance, c'est vraiment toute la dialectique, tout simplement, du soin, de la place du soin, à l'extérieur de la ville, à l'intérieur de la ville. Qu'est-ce que ça raconte, cette distance physique? Nécessairement, ça raconte une distance normative, une distance morale, une manière dont on construit l'inclusion de fait dans une cité. C'est tout le jeu entre le normal et le pathologique. Et puis, ça raconte les piliers aussi de la ville, les hôpitaux vraiment au cœur, vraiment qui soutiennent la ville. L'Hôtel-Dieu, dire un mot sur l'Hôtel-Dieu, on a fait un passage spécifique sur ça. Oui, effectivement, l'Hôtel-Dieu est l'un de ces premiers exemples qui illustre ce que dit Sitchin, c'est-à-dire la correspondance entre une distance spatiale, architecturale, urbaine, et évidemment qui réalise en fait une distance qui est à notre angle entre la normalité et le pathologique. Bien sûr, l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est depuis, dans un certain nombre de documents historiques, il est toujours là, au centre de la ville. Pour nous, c'est un petit peu le projet architectural totem qui signifie, depuis le 7e siècle au moins, la centralité du soin dans la cité, à Paris et ailleurs. On a par exemple différents épisodes qui l'illustrent, et c'est aussi l'occasion de partager... Un épisode sans doute moins connu, d'ailleurs, de ce moment où l'Hôtel-Dieu enjambait la Seine. Donc là, il y a les plans de cela. On a un plan, bien évidemment, sur la création du parvis, qui a été un des grands moments. Donc, voilà, donc l'Hôtel-Dieu lui-même s'est sans cesse reconfiguré. Et puis, on a des illustrations de cette mise à l'écart, notamment par le Lazaret, par des Lazarets. La figure donc du Lazaret, qui est donc quand on met les malades sur une île, donc il y a vraiment il y a une forme architecturale, et même avant l'architecture, qui est déjà une forme de l'isolement, de l'éloignement, donc qui a été réquisitionnée de manière assez évidente en fait pour positionner les lieux de soins et de non-soins, qui sont aussi donc des lieux évidemment de contention. Au tournant du premier millénaire, au tournant de l'an 1000, 1100, 1200, il y a l'apparition des léproseries, donc qui sont des lieux qui sont créés extramuros. Il y a un exemple très beau dans l'histoire francilienne qui est la maladrerie de Poissy, qui est un bâtiment qui est toujours debout,
Et c'est un des lieux, peut-être qu'on passera rapidement tout à l'heure, on a c'est quoi, combien, 9? On a 9 hotspots du soin et de la vulnérabilité qui sont des lieux qu'on a choisi de raconter un petit peu plus en détail, qui racontent chacun à leur manière l'histoire du soin dans un territoire francilien, plus il y en a un qui est un petit peu à part, qui est celui de Berck, mais qui est un morceau de Paris extramuros. Voilà, et c'est vrai que c'est des lieux princeps. Là aussi, hein, on a souvent joué dans notre texte, notamment, peut-être qu'on montrera tout à l'heure l'ouvrage aussi, Soutenir. On a écrit tous les deux un texte qui s'appelle La butée architecturale et qui renvoie directement à Lacan, au point de butée de Lacan, sauf que nous, on a fait des lieux de butée. Et l'air de rien, c'est une manière d'avoir des lieux de butée. Là, on en a comme ça mis 9 de côté pour essayer de comprendre l'ambivalence aussi de cette histoire avec le soin. Là d'ailleurs c'est assez drôle de voir, c'est anecdotique, mais c'est un texte qui est porté plutôt par des enfants, on doit être dans les années 50, 49, et là il n'y a aucun doute, c'est l'écriture cursive, etc. Mais il n'y a aucun doute pour les enfants, les maladreries, ça ne sert pas à soigner. Hein. Ça sert à isoler, et d'ailleurs, il est écrit, ceux qui s'en échappent risquent la peine de mort. Donc pour le coup, c'est assez, comment dire, clair. Et puis, maintenant, tout le jeu sur plutôt les distances normatives. Un passage, là, on verra d'ailleurs, alors là, c'est moins le cas, heureusement, mais sur le côté plus ou moins validiste, puisque là, au contraire, on est... Parce que derrière la conception d'un architecte, d'un bâtiment, il y a la conception que cet architecte a du corps. Est-ce que c'est validiste ou pas? Et comment, conscient justement d'un corps qui a des spécificités, ben, il va transformer son architecture, ses formes, etc. Dire un mot peut-être sur... Oui, donc il y a effectivement comment l'architecture se formalise autour de l'histoire comme une discipline qui travaille aussi à l'exclusion d'un certain nombre de corps parce qu'elle est pensée pour un corps idéal, normé, en bonne santé, musclé. Le corps, par exemple, du modulaire de Le Corbusier. Donc il y a cette mise à distance-là qui est intrinsèque en fait à l'architecture. Et puis il y a évidemment une autre forme de mise à distance qui est la mise à distance des fous hors de la vie. Là aussi, on est encore dans les réflexions là-dessus, sur la manière de les faire revenir. Il y a cet épisode célèbre de l'histoire de la psychiatrie en Italie, qui est en 1973, l'ouverture de l'hôpital psychiatrique. On a des très belles images ici de la parade qui était organisée par Basalia. Et puis à l'inverse, des moments qui témoignent encore de la résistance, quand il s'agit, par exemple, avec l'épisode de la sectorisation, quand on essayait de refaire venir des établissements de soins dans Paris Intramuros, et il y a encore des résistances de la cité. Oui, pour dire un mot, Basalia, les années 70, c'est le grand mouvement de rénovation de la psychiatrie, après un mouvement très dur, malgré tout, d'enfermement, etc. Et Basalia, c'est le grand mouvement psychiatrie et démocratie, psychothérapie et démocratie, et de considérer notamment que la liberté est thérapeutique. Hein. Bon, on va pas, voilà. Et puis là, on a eu la chance, l'honneur de récupérer une série qui a été faite dans les années pareilles, fin des années 70, 80, et une série de photos qu'il a prises justement avec des patients dans différents endroits. Donc en commençant son voyage à Trieste sur l'invitation même de Basalia. Donc ça fait écho directement. L'air de rien, cette exposition, elle a voulu métaphoriser par la scénographie les lieux tenants. Donc vous avez des lieux qui vous contiennent et des lieux qui en même temps sont... il y a multiples passages possibles. L'air de rien, ça se veut aussi des passages un peu dialectiques, un peu problématisants. Donc on espère que vous viendrez vous-même tisser voilà, le sens de tout cela. Voilà, ça c'est... Alors oui, là on est dans un tableau bien connu qui a longtemps été accroché dans le bureau du directeur de la PHP. Donc c'est une PHP partenaire d'ailleurs de l'exposition. C'est un tableau qui montre une nourrice qui a emmené les enfants dans les années 1850
s'occuper des enfants au bord de la mer, sur la côte d'Opale. Ça s'est avéré être une bonne idée du point de vue du rétablissement des enfants, et ça a donné l'idée à la PHP de construire le premier hôpital maritime. Donc c'est une incarnation de ces lieux de soins comme ça qui se font hors de la ville, parce que l'environnement, l'air, la lumière, l'eau hors de la ville s'avère plus propice aux soins, alors qu'à l'inverse, la ville, elle, s'avère être un environnement dans lequel les maladies se propagent et se développent de manière plus rapide. Ouais. Ici, c'est un bloc qui est vraiment dédié, il s'appelle Éléments. Donc, c'est comment l'architecture travaille avec l'eau, l'air, la lumière. C'est bien évidemment les premières conceptions hygiénistes, c'est le fait que les ponts sont découronnés, les habitations virées, etc. Là, on a un des exemples assez génial du solarium tournant de Sedman. Voilà une architecture assez extraordinaire d'un solarium tournant et héliotropique. Et aussi, c'est aussi la même époque, hein, dans les années 30, de la construction des sanatoriums, qui sont un type d'établissement qui est un peu une figure archétypale de l'histoire de l'architecture dans ces années-là, qui aujourd'hui sont quasiment tous soit abandonnés, soit transformés en autre chose, soit réhabilités, usage en tant que tel. Donc ce qui est important dans cette séquence, c'est aussi, avec ces différents exemples, c'est que ça montre bien comment l'histoire du soin et de la ville s'est basée aussi sur une opposition entre la ville et la non-ville. Et ça, on le retrouve d'une autre manière aussi, avec l'autre versant de l'histoire. C'est la manière dont la ville peut se constituer en tant que lieu dans lequel les habitants peuvent être en bonne santé. Elle a dû nécessairement sacrifier d'autres espaces qui se situaient à sa périphérie. C'est toute l'histoire de l'assainissement, qui est une autre forme de soin, comment la ville, à un moment, parce que si elle s'est conceptualisée sur le modèle du corps humain, elle s'est pensée comme un système avec des mécanismes de drainage, de circulation pour sortir tout un tas de déchets. Et donc ça donne aux portes de la ville des territoires complètement malades, empoisonnés, dans lesquels aujourd'hui on voit qu'il y a des problèmes de saturnisme, par exemple, aux portes de Paris, comme la plaine de Pierrelet, qui est l'un de ces territoires qui était un petit peu le sacrifié pour que la ville devienne un espace de bonne santé. Et voilà, et donc là on est au cœur encore une fois de cette dialectique entre comment aujourd'hui produire un soin, mais pas au détriment d'autres territoires. Puisque ce que jadis on faisait assez sans trop s'interroger, en tout cas voilà, aujourd'hui résolument c'est plus possible. Mais une fois qu'on a posé ce théorique-là, c'est tout sauf simple de construire je dirais, des soins des territoires réciproques. Donc ça c'est un des grands enjeux entre guillemets du 21e. Donc voilà, donc ça c'est toute une séquence ici qui est dédiée à ça, et puis aussi la ville comme corps biologique, ou tous les jeux par exemple, je dirais de mise en dialogue entre ce qui se passe dans un corps, ce qui se passe dans un territoire, ce qui se passe dans une machine. Hein, il y a des planches comme ça qui sont dédiées à ça, et puis on a partout dans toute l'exposition les textes, les bonnes feuilles de nos auteurs. La pièce, forme. Archi. Et qui passe notamment par le grand moment des machines, terme ô combien d'abord Tenon et ensuite Foucault et Paradis. Donc c'est une partie qui s'intéresse de manière un petit peu plus précise à l'architecture d'un lieu du soin, du premier lieu du soin dans la ville, qui est l'hôpital, bien sûr. L'histoire ici, elle est organisée, elle est synthétisée en 3 grands temps. D'abord le temps du dortoir, qui fait référence aussi au sommeil comme espace-temps du soin, et donc au lit. On a ici une très belle maquette de la PHP, au lit comme première architecture du soin. Donc ça, on en trouve des origines avec Esculape chez les Grecs, qui est dieu du sommeil, dieu de la guérison, pardon, mais qui opérait pendant le sommeil. On a ici des exemples donc, qui montrent que l'hôpital, pendant longtemps, ça a été essentiellement une grande salle avec plein de lits dedans, comme à Beaune, il y a plein d'exemples. Oui, et puis même avant les plein de lits, c'était un lit commun. Donc il y a eu ce grand passage du grand lit commun au lit.
et donc à la séparation des pathologies, etc. Et puis voilà, il y a ce grand épisode 1772, incendie de l'Hôtel-Dieu à Paris, qui a donné lieu à un moment un peu refondateur de ce qu'on entend par hôpital et par architecture de l'hôpital. C'est le modèle de la machine. Ouais. Et puis l'hôpital comme outil de soins, comme outil moderne, l'architecture hospitalière comme véritablement thérapeutique. D'ailleurs, ça fait partie dorénavant du traitement, de la guérison, etc. Ça, c'est le grand tournant de la fin du XVIIIe. Et à partir de ce moment-là, l'histoire de l'architecture hospitalière fonctionne essentiellement par ce qu'on appelle des typologies, c'est-à-dire des modèles qui sont à chaque fois ce qu'on imagine être la meilleure forme pour participer de la manière la plus efficace à un processus de soins. Donc il y a la machine verticale au début du XXe siècle qui prend différentes formes, et puis on aboutit par exemple... C'est assez génial. Par exemple avec Bertrand Goldberg aux États-Unis, qui est un architecte qu'on aime beaucoup, parce qu'il s'est approprié cette verticalité tout en redonnant la plus belle des places à la chambre, c'est-à-dire au sommeil. Donc il y a aussi un retour de l'histoire, tout en assumant la dimension machinique, la dimension rationaliste. C'est ça, parce que c'est ça qui est génial chez Goldberg, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, là on ne le voit pas trop, mais il faut imaginer que les blocs chirurgicaux, ils sont totalement à l'intérieur, et puis toutes les chambres bénéficient justement de ces hublots, de cette vue, de l'accès au soleil, etc. Mais en même temps, il y a quand même un côté machine, machine verticale, et puis là on pousse carrément encore plus loin avec quasiment un hôpital aux allures de raffinerie. Donc l'hôpital machine manufacture, il y a eu un grand courant comme ça. Donc bon, voilà, ça raconte tout ça. Et puis le dernier temps, ici vous allez découvrir ce qu'on appelle les architectures placebo, et qui se constituent autour d'une notion qu'on appelle l'ambiance. Et quand on la définit de façon non profane, on peut appeler ça la pathoplastie. Et c'est Eric qui va vous expliquer ce que c'est. C'est en fait en même temps qu'il y a une forme de consécration de cette architecture très machinique. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a aussi l'apparition d'autres architectures qui font appel à d'autres échelles, et qui d'autres qualités spatiales, et qui sont évidemment, qui font davantage, qui produisent du soin comme care plutôt que comme cure, et ça a des implications architecturales, en termes notamment le travail sur la circulation, le travail sur le seuil, le travail sur l'échelle, sur la lumière, sur la vue, tout un tas de choses comme ça. Il y a des exemples, les Maggie Center, qui sont quasi déjà canoniques en fait de cette histoire-là. Il y a Francis Kéré qui au Burkina Faso construit des très belles choses, et il y a un exemple qu'on aime un petit peu plus peut-être, qui est en Île-de-France, et qui est le pavillon Bruyère, construit par le pavillon de l'Ordre, pardon, construit par Bruyère dans l'enceinte de l'hôpital Charles-Foix à Ivry, dans lequel on retrouve un petit peu le même genre de qualité spatiale, et notamment une importance accordée aux espaces du commun, qui sont très importants en termes de surface, tout simplement par rapport aux espaces de la chambre. En fait, il y a des ratios entre commun et intime, et les chambres qui ne sont pas du tout ceux classiques dans ce genre de... Tout à fait. Rien n'est classique dans le pavillon de l'Ordre. Donc, et puis même, il y a des jeux de, je ne vais pas dire de dénormalisation, mais quasiment, c'est-à-dire on va sur normalement, voilà, de la moquette, des quantités de signaux qui sont, pas des signaux de l'hôpital, mais généralement même interdits pour des raisons classiques pour lutter contre microbes, que sais-je, etc. Là, on arrive sur frontières. Donc, la frontière, c'est très clairement la relation entre qu'est-ce qui est commun, le monde privé, le monde public, comment le soin s'organise, le soin ambulatoire aussi, comment il est réinventé. C'est aussi demain la grande question du soin à domicile, qui va être un des points essentiels de la gestion, j'aime pas ce terme, du prendre soin, on va dire, de la dépendance, et comment tout ça va s'organiser. Et puis, il y a une histoire qui commence au long cours sur tous ces jeux de réinvention. Et d'ailleurs, comment aussi on réinvente, bien évidemment, c'est un peu la même chose, comment on réinvente notre domicile grâce, bien évidemment, aux apports de la santé publique, etc. On a identifié dans l'histoire, plutôt l'histoire récente ici, quelques exemples de soins à domicile, à quoi ça pourrait ressembler, une domiciliation du soin.
On a par exemple un exemple de ce qu'on a appelé une colonie psychiatrique, qui a été l'idée de faire de l'hébergement chez l'habitant des malades, des insensés, des fous, des asiles psychiatriques, des asiles Colonie parisiens. de femmes plutôt. Colonie de femmes dans un village du Cher. On a des exemples qu'on appellerait aujourd'hui logement médicalisé. Là, on a un exemple qui est assez radical, puisque l'ensemble du plan de logement est adapté pour s'adapter à la circulation d'un poumon d'acier, qui est un dispositif qui a quand même une certaine dimension. Et puis on a d'autres exemples qui font appel à une autre forme de soins, que ce soit par exemple chez Richard Neutra, un architecte américain, qui a construit une maison explicitement pensée dans une logique de santé, qui s'appelle Health House. Et un exemple, l'exemple de Le Corbusier, de la maison qu'il a construite pour ses parents et très rapidement pour sa mère, puisque son père est rapidement disparu, au bord du lac Léman, avec tout un travail sur la vue, sur le cadrage. Donc on est vraiment dans une autre forme. C'est un très bel exemple, très poétique. Moi, c'est un de mes exemples préférés, en l'occurrence, parce qu'on voit comment on est porté. Il y a une fonction phorique, au sens de foreign, hein, du grec, donc ça porte. Et puis ça apaise, bien évidemment, et c'est quasiment, voilà, là, on parlait tout à l'heure de l'ambiance. Là, c'est l'horizon, c'est-à-dire qu'on a une architecture qui est construite autour d'une vue, d'un horizon, et c'est ça qui fait soin. C'est ce moment-là, de se placer là. Et en plus, qui plus est, vers un moment plutôt finissant, puisque c'est sa mère âgée. Donc ça, c'est... Voilà. Et alors, à l'opposé, on a des structures qui sont assez terribles, les gated communities, les Sun City. Alors, c'est typique d'aujourd'hui, hein, mais pourquoi à l'opposé? Parce que c'est une forme de ghettoisation des riches et du soin, et c'est au lieu du... C'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'au nom du soin, là, on a quelque chose de très fermé, de très homogène, mais qui en même temps, voilà, est une... Aujourd'hui, depuis les années 60, on a de plus en plus cette forme de nouvelle technicité, entre guillemets, de la gestion du grand âge. Et en revanche, on a un très bel exemple, ça que on a à l'opposé de ce genre de choses, on a des architectes qui se sont intéressés à cette question du vieillissement, qui est évidemment l'un des grands enjeux, et qui reposent la question de la relation entre domesticité et communauté au sein même de l'institution dans laquelle les gens vivent ensemble. Il y a quelqu'un Hertzberger, un architecte hollandais, qui a travaillé assez tôt sur ces questions-là dans les années 70, avec notamment un très beau travail de matérialisation, d'épaississement de la frontière entre l'espace privé et l'espace commun. Et puis, par exemple, Ishigami, architecte japonais, qui a construit aussi un projet prospectif de communauté pour des anciens, en faisant un petit village construit à partir du rassemblement de maisons qu'il va chercher comme ça dans le Japon. Du coup, il recrée un petit village à partir de maisons que les gens connaissent déjà. On a parlé du plus intime, on a parlé des possibilités de mise en commun. Et puis quand on va jusqu'à l'espace public, jusqu'aux soins qui se produisent dans l'espace public, il y en a tout un tas dans l'histoire de soins qui se produisent dans l'espace public. Évidemment, celui qui a été le plus prégnant ces 2 dernières années, c'est le soin qui a été rendu nécessaire par l'épidémie de Covid, qui a transformé radicalement la manière dont on a occupé tous l'espace public, avec des règles de distanciation entre nous. Et une réinvention de la proxémie. Voilà. On l'a ici documenté avec cette œuvre du photographe Antoine D'Agata. Il fait partie de ces artistes qui ont créé des œuvres originales pour nous à l'occasion de cette exposition. C'est un assemblage de 424 photographies prises à l'appareil thermique qu'il a réalisé pendant le premier confinement, dans lequel on voit tout un tas de situations, depuis des chambres d'hôpitaux jusqu'à des rues vides, jusqu'à des queues dans lesquelles on s'est mis 1 mètre entre nous pour aller acheter du pain. Tout ce genre de situations qu'on a documentées, avec aussi un travail évidemment sur le média, l'appareil thermique, qui permet de rentrer à l'intérieur des corps. Et qui est vraiment une pièce absolument splendide. Ouais. Et puis, face à ça, on a d'autres documents qui racontent aussi ce qu'est devenu la ville, mais aussi les espaces privés, puisque ces règles se sont aussi imposées finalement sans rentrer dans les intérieurs. Comment la ville, et même jusqu'à un concert,
comment les usages se réinventent avec ces nouvelles règles de proxémie, c'est-à-dire les règles de distance qu'on met entre les individus. Oui, et alors, étrangement, en l'occurrence, aujourd'hui, essentiellement dans les lieux publics, mais on voit très bien que demain, si on repratique régulièrement les confinements, c'est pas impossible que les espaces intérieurs se dotent de modulation possible pour protéger ceux qui sont éventuellement pas encore atteints par tel ou tel virus, de ceux qui ne le sont pas, parce qu'on va aller travailler, parce qu'il y a les enfants, etc. Donc on voit très clairement que des règles qui aujourd'hui sont en train de réinventer l'espace public et bien évidemment de facto l'affectio societatis qui est derrière, c'est-à-dire la manière dont on fait société en fait, ça risque d'atterrir à un moment donné aussi dans les espaces beaucoup plus intimes. On a des films, tu dis un mot de films qui tournent. Oui, c'est à ce moment-là du parcours de l'exposition, on a une petite salle un petit peu particulière dans laquelle sont projetés les portraits vidéo des 9 lieux dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est des petits portraits de 4-5 minutes qui racontent, à partir d'un très beau travail aussi de recherche d'images d'archives, qui racontent ces 9 lieux qui souvent chacun révèle une dimension du soin, voire plusieurs dimensions du soin et d'une emploi bien souvent, parce que dans beaucoup de ces lieux, ça va ensemble. Et ces petits portraits, ils ont été réalisés notamment par notre doctorante, et qui est que je dirige avec Antonella Tufano, mais qui est en CIFRE chez SCO, qui s'appelle Marie Tesson et qui nous a fait ces petits portraits, notamment tout à fait pertinents et à chaque fois qui montrent toute l'ambivalence, encore une fois, du soin de l'architecture et de la ville. Alors là, on est dans les nécropoles, parce que fondamentalement, on voulait absolument, c'était un souhait vraiment essentiel, et d'autant plus après l'épisode que beaucoup ont vécu d'empêchement d'accès au deuil, d'empêchement d'accompagner les malades atteints du Covid et dangereusement atteints du Covid, voire ensuite les défunts. Plus globalement, il y a une question qui est derrière, qui n'est pas simplement celle qui s'est passée avec le Covid, mais qui est tout simplement la place de la mort dans nos vies, de la modernité, les ritualisations de la mort, la manière dont, on a fait écho d'ailleurs à un texte bien connu de Philippe Ariès là-dessus, comment petit à petit en fait la modernité a ensauvagé la mort au sens où au Moyen-Âge elle était plutôt domestiquée, elle était à l'intérieur de la vie, avec des rituels de veillée, comment par exemple la veillée a disparu. Alors que la veillée fait partie, de manière anthropologique, du soin, bien évidemment, des morts, mais du soin des vivants. Et je pense qu'on a aujourd'hui des travaux, notamment sur les deuils pathologiques, qui renvoient aussi à ça, parce que en fait, nous exfiltrons la mort, comme nous avons exfiltré les malades, etc. Et donc, ça raconte comment, sans cesse, on a fait ça, et puis moi, je dirais un mot spécial de ça. On a quelques exemples qui racontent ce qu'on dit là, à savoir d'abord une présence des morts dans la ville, et donc du lieu des morts dans la ville, qui est un lieu qui est en fait utilisé aussi par les vivants. À Paris, c'est le cimetière des Innocents, qui est un exemple vraiment emblématique de cette tendance-là. Une autre forme de présence des morts, c'est celle-là qui t'intéresse? Non, moi, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc, parce que quand même, c'est quasiment dystopique. Hein. C'est magnifique. C'est sublime. Vous verrez, vous découvrirez. C'est en l'occurrence Wilson qui a pensé cette pyramide des morts. C'est un projet qui n'est pas réalisé, on rassure tout le monde. Enfin, je ne sais pas si ça rassure en même temps. Une pyramide des morts censée dans le quartier de Londres, supposée accueillir jusqu'à 5 millions de défunts. Donc vous voyez qu'il y a eu des objets architecturaux assez étonnants, et c'est vrai que je le trouve assez splendide, sachant que la pyramide est une grande figure archétypale du style mortuaire. Hein, c'est pas... Et puis, donc, de la même manière que parfois l'hôpital est sorti, le cimetière est sorti dans un même processus parallèle d'invisibilisation. Un exemple emblématique dans l'histoire parisienne, c'est le cimetière, la nécropole gigantesque, elle aussi envisagée pour inhumer tous les Parisiens au nord de Paris. Ça s'appelait froid dans le dos, avec le
train qui... Voilà, évidemment. Le train spécialement imaginé pour acheminer les corps. Donc c'est un projet qui a été imaginé sous l'administration Haussmann, qui n'a pas été réalisé. Et c'est à cet endroit que ensuite il a été décidé de faire sortir tous les réseaux d'égouts dont on a parlé tout à l'heure. C'est le même site qui a accueilli ensuite une décharge. Et puis il y a d'autres exemples qui montrent comme ça comment le cimetière est sorti. Par exemple, à Venise sur une île, par exemple à New York aussi sur une île qui a récemment encore été réouverte, entre guillemets, réquisitionnée pour accueillir des défunts de l'épidémie de Covid. Bon, on ne va pas tout faire, mais là, il y a un très bel exemple plus poétique, qui est celui d'Agnès Varda au cimetière sur la tombe de Jacques Demy, et qui repose aujourd'hui d'ailleurs, mais qui à l'époque, pour accompagner justement ces moments de soins à celui qu'elle a aimé, avait mis un banc. Et donc, voilà, c'est une scénographie toute intime, mais en même temps à l'air libre, donc qui est partageable, entre guillemets. Hétérotopie, donc terme foucaldien, bien sûr, donc ce n'est pas notre terme, mais qui nous permettait de proposer des formes alternatives. Voilà, alors on en a plusieurs, le bateau, le jardin, la réalité immersive, l'interstice, les psycho-architectures. Et puis un très bel exemple à la fin là, mais non, mais oui, juste pour illustrer un petit peu, quelques exemples de le bateau, qui est une figure très ambivalente, qui longtemps a servi à sortir les fous de la ville en les empêchant d'accoster. C'est la figure de la nef des fous, qui est un petit peu à la base aussi pour Foucault dans son histoire de la folie. C'est un peu une figure comme ça paradigmatique de non-architecture. Et puis là aussi, un très bel exemple. Magnifique. Le centre de jour en soins psychiatriques rattaché à Saint-Maurice, qui s'appelle l'Adamant, qui est un bateau qui est sur la Seine, au bord de la gare de Lyon. Et là aussi, c'est important pour nous de dire que Nicolas Philibert, donc grand cinéaste, nous a fait l'immense honneur de réaliser pour nous un petit court-métrage qui est un avant-goût d'un long-métrage qui sortira, qu'il a tourné sur ce lieu qui est assez exceptionnel. Et Nicolas Philibert qui avait bien sûr fait notamment un grand film sur la Borde. Qui s'appelle La moindre des choses. Et qui est un film superbe, donc vraiment à découvrir. La Borde, grand lieu de la psychothérapie institutionnelle. Qui est bien sûr par là, hein, donc on n'est pas posé, mais voilà. Et la réalité immersive, juste, hein, ça travaille sur d'autres types d'architecture, mais pareil, c'est résolument contenant. On a aujourd'hui un grand courant de l'utilisation thérapeutique des outils du numérique, du digital et notamment de la réalité virtuelle. Voilà, cet exemple aussi, une autre, c'est chez Foucault, l'hétérotopie par excellence, c'est le jardin. Voilà, le jardin aujourd'hui, il est utilisé dans beaucoup d'hôpitaux comme un lieu de pratique thérapeutique. Et un exemple auquel on est particulièrement attaché, qui est l'exemple du jardin qui a été aménagé par Derek Jarman, un cinéaste britannique, lorsqu'il a appris qu'il était malade du sida. Il a pris la décision d'acheter cette petite maison dans un territoire un petit peu dévasté sur une côte britannique, un territoire dans lequel il est très dur de faire pousser quoi que ce soit. Et il a consacré les dernières années de sa vie avec une forme d'acharnement à l'entretien de ce jardin, en même temps que lui lutter contre la maladie, avec un parallélisme très fort entre les deux processus de soins du vivant et de son propre corps. Et vous verrez que c'est un jardin qui, en l'occurrence, n'a pas que du végétal. Non, il y a des sculptures métalliques. Il y a des sculptures métalliques, donc c'est un lieu qu'on peut visiter qui est absolument extraordinaire. Ouais, qui est extraordinaire. Et puis on a une autre série de choses dans cette salle. Par exemple avec ces documents qui ont été réalisés par les patients de l'ancien Adamant, où chacun raconte un petit peu la vie de son quartier. Comment chacun utilise la ville, comment il trouve des endroits dans lesquels il peut se sentir en sécurité au milieu de la ville. Ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi comment la maladie, comment le soin peuvent produire d'autres villes, d'autres architectures, d'autres manières d'occuper l'espace. Donc la maladie et le soin produisent ses propres hétérotopies. C'est quelque chose qu'on trouve d'une autre manière dans ces documents, dans ce qu'on appelle les psycho-architectures réalisées par les artistes Berdaguer et Péju, qui sont des maisons, qui sont des
des impressions 3D à partir de dessins d'enfants, qui montrent aussi comment certains états mentaux peuvent produire des architectures qu'on n'attendait pas. Oui, des dessins d'enfants atteints de troubles psychiatriques. Et puis, dans un autre genre, autre document un petit peu exceptionnel de l'exposition, qui eux aussi montrent comment ces lieux de soins peuvent produire une nouvelle forme d'architecture, ce sont les lignes de terre de Fernand Deligny. Voilà. On ne va pas rentrer dans... Parce qu'on ne peut pas tout dire. Ne les montre pas. On ne peut pas tout dire, mais c'est absolument sublime. Et puis, c'est une cartographie, notamment des déplacements des autistes mutiques. Et justement, comment, à la fois en les dessinant, on comprend quantité de choses sur leur maladie, mais aussi sur la manière dont il faut architecturer les espaces. Et voilà. Et on termine inhabitable. Et donc, on le rappelle, hein, sur cette dialectique très particulière où c'est plus possible aujourd'hui de construire un espace avec des externalités négatives qui, à ce point-là, détruisent les autres espaces. On termine avec une grande fresque bien connue, La misère de Paris de Perriand, qui est une fresque magnifique des années 30. C'est un document évidemment intéressant. Donc, Perriand, elle réactualise un petit peu l'exercice de la lecture des relations entre ville, maladie. Alors l'original est bien sûr beaucoup plus grand. Hein. L'original est beaucoup plus grand, mais il n'existe plus. Il faisait 15 mètres de long. Il a été détruit immédiatement après l'exposition, parce qu'il n'a pas été apprécié par tout le monde. Perriand, elle est intéressante aussi parce qu'elle intègre à sa lecture de la situation des nouvelles dimensions, notamment sur la place des femmes, sur la relation à la nature. Donc on voit aussi qu'elle amorce une analyse assez contemporaine de la situation qui préfigure de choses qui se passeront plus tard. Voilà, bon, il y a plein comment dire, de renversements aussi de lieux qui commencent avec une certaine histoire. Vous verrez des architectures qui sont quasiment mais antinomiques de la santé et qui représentent vraiment comment une architecture peut produire de la pathoplastie, en l'occurrence une maladie mentale, et comment au fil du temps, parfois, cette architecture laisse, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un campus de santé qui est en projet, donc voilà, c'est une histoire de concours. Et puis sinon, les gestes de maintenance, les gestes d'entretien, qui sont là, c'est les années, c'est une performance, les années 60, voilà, mais je voyais que, pareil, au Rwanda, vous avez aujourd'hui... comment dire, tous les samedis, je crois, les derniers samedis de la fin du mois, ben justement, de 7h à 11h ou de 8h à midi, je ne sais plus, les citoyens qui sont invités à aller nettoyer, s'occuper de la ville, prendre soin de la ville et qui le font, en l'occurrence. Ouais. C'est un geste qui n'est pas simplement voilà, passé, il est absolument actuel. Voilà, tu veux dire un truc sur oui, non, simplement pour conclure, l'entretien fait partie aussi de ces nouvelles manières d'imaginer ce que peut être l'architecture, ce que peut être la manière d'habiter la ville et de la reconstruire et de la réparer. À côté du travail de cet artiste, on a aussi sélectionné quelques territoires emblématiques parce qu'ils ont été le lieu de catastrophes sanitaires exceptionnelles, à la fois dans leur raison, dans leur nature et aussi dans leur échelle. Que ce soit par exemple Fukushima ou Beyrouth avec l'explosion de son port en 2020, c'est des territoires qui nous ont intéressés parce qu'au-delà de la catastrophe, c'est aussi des lieux qui ont été choisis par des architectes pour repenser de manière assez radicale le rôle et la mission de l'architecte, y compris quand l'architecture devient un dispositif d'enquête, dispositif forensique, mais on va pas en faire plus. Voilà, je viendrai découvrir ce qu'est l'architecture forensique et comment effectivement il y a une nouvelle fonction de restauration et de réparation de la vérité des faits, de lutte contre le négationnisme en allant traquer des traces particulières dans les bâtiments. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça repose un rôle de l'architecte. Parfois, ça l'emmène vers quelque chose de plus humble parce qu'effectivement, quand on lui dit qu'il ne va que entretenir l'existant, c'est pas ce qu'on nous avait dit. C'est pas ce qu'on... Voilà, c'est une autre manière de faire vivre. Quand, par exemple, il s'agit pour l'architecte de s'occuper de créer des lieux qui sont ceux des camps de réfugiés, de l'urgence, bref, des lieux qui sont tous sauf appelés à demeurer, alors que fondamentalement,
Bien évidemment, l'architecture, c'est une conquête du temps, c'est l'éternité. Donc il y a aussi tout un travail sur ces architectes, les architectes qui ont plutôt voulu être dans l'éternité, ceux au contraire qui construisent des maisons qui meurent. Là aussi, voilà. Donc venez découvrir. Hein.